Jusqu'à récemment, le débat sur la consommation d'énergie dans notre pays et sur notre approvisionnement dans les années à venir n'était pas très porteur dans cette campagne présidentielle qui démarre. Les options des différents partis politiques sont souvent présentées de façon simplifiée. Il y a les doux rêveurs, ceux qui ont peur du nucléaire. Il y a les responsables, ceux qui font les bons choix. Il y a les militants, ceux qui n'ont pas peur du nucléaire. Et enfin, les peu responsables, qui promettent souvent la Lune. Mais est-ce que les choses sont aussi simples que cela ? Pour bien comprendre, il y a 2 dates à retenir pour comprendre les débats sur l'énergie. 2035, c'est la date à partir de laquelle la consommation d'électricité va augmenter dans des grandes proportions et celle à partir de laquelle le parc nucléaire actuel va voir sa production commencer à baisser. 2050, c'est la fin des énergies fossiles, pétrole et gaz, et c'est également le moment où les centrales nucléaires actuelles vont disparaître. Comment faire son choix ? Pour une fois, chacune et chacun peut comprendre, vérifier les choix que notre pays doit faire, car beaucoup d'informations sont disponibles. Très récemment, RTE, l'ADEME et l'ONG Negawatt ont joué carte sur table et publié des scénarios très précis, très clairs, qui permettent à chacun de se forger une opinion sur ce qu'il faut faire pour affronter l'avenir énergétique de notre pays jusqu'en 2050. L'ADEME, l'Agence nationale de la transition écologique, présente 4 projets qui vont du plus frugal au moins ambitieux pour modifier nos habitudes et notre vie quotidienne. L'EDF et le réseau RTE ont présenté 6 scénarios très précis qui vont du plus nucléaire envisageable au moins nucléaire possible pour nous assurer une énergie décarbonée en 2050. L'ONG Negawatt, elle, présente les solutions pour associer sobriété et efficacité en 2050. Encore une fois, chacune et chacun peut vérifier et comprendre les choix que notre pays doit faire, car il n'y aura plus de pétrole en 2050. Notre besoin en électricité va donc obligatoirement augmenter, même si globalement notre consommation d'énergie baisse chaque année. Les énergies fossiles vont disparaître, notre production nucléaire va s'amenuiser. Il reste donc à définir le choix énergétique qui va combler ce manque. Examinons les scénarios de RTE. En jaune, ici, est figurée la part nucléaire et en vert, celle des énergies renouvelables. RTE imagine un scénario avec sortie du nucléaire, le M0, et 2 scénarios moins nucléaires, M1 et M23, avec un maximum d'énergie renouvelable et le maintien du parc nucléaire actuel. Et 3 scénarios pro-nucléaires, avec à chaque fois un peu moins d'énergie renouvelable. Même dans le scénario N2, qui est une hypothèse très nucléaire, avec construction d'une nouvelle centrale tous les 3 ans à partir de 2035, scénario que beaucoup jugent complètement irréaliste, nous voyons que la part du nucléaire ne pourra dépasser 36% et pour 63% d'énergie renouvelable. Intéressons-nous maintenant à l'hypothèse N1. Ce programme repose sur une augmentation modérée du renouvelable et sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, dits EPR2. C'est à peu près celle que notre président candidat a présentée au mois de février, 3 paires de réacteurs dans un premier temps, puis ajout dans un deuxième temps de mini-réacteurs type SMR. Notons que le solaire devrait augmenter par 11 et l'éolien par 3,3. Car depuis 20 ans, la France s'est reposée sur son parc nucléaire et a pris un grand retard dans les énergies renouvelables par rapport aux autres pays européens. Alors oui, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire l'impasse sur les défauts du nucléaire, les déchets et le risque d'accident, et se lancer dans ce grand projet industriel gratifiant pour la technologie française ? Mais il y a un gros problème, 2 gros problèmes en fait. Le premier est que l'on n'est pas certain de savoir faire. Il n'y a que 3 EPR qui sont opérationnels dans le monde, 2 sont en Chine. Le premier est entré en service en 2018,
mais à l'arrêt depuis juillet 2021 suite à des problèmes de conception de sa cuve. Le second est entré en service en 2019 et le troisième, en Finlande, vient juste de démarrer avec 12 ans de retard. On ne parle pas de Flamanville ni des 2 réacteurs anglais qui n'en finissent pas de cumuler les avaries et les pannes. Pour le moment, aucune certitude que les EPR fonctionnent durablement dans des bonnes conditions de sécurité. Quant aux nouveaux EPR, ceux que nous devrions construire, baptisés EPR2, ils sont tout simplement à l'état de projet, alors qu'aucune expertise n'est encore recevable des premiers EPR. La deuxième est le coût. Flamanville devait coûter 3 milliards d'euros. Il en coûtera finalement 19 milliards. La Cour des comptes a rendu un rapport très détaillé sur les EPR, sur leur sécurité et sur leur coût. Elle estime ce coût de production entre 110 et 120 euros le mégawatt-heure. À titre de comparaison, l'ADEME estime que le coût de production de l'énergie éolienne terrestre en 2018 tournait entre 50 et 70 euros. En conclusion, on voit que le projet d'une production d'énergie basée essentiellement sur le nucléaire en 2050 n'est pas possible. C'est EDF elle-même qui nous l'explique. On pourra peut-être espérer un mix 30% de nucléaire et 70% d'énergie renouvelable, mais pour le moment c'est un choix techniquement et économiquement incertain. Finalement, on voit que les valeurs sûres, ce sont plutôt les énergies renouvelables, éoliennes et solaires. Alors, qui est dans le déni et qui est le plus réaliste ? Pour une énergie décarbonée en 2050, un mix énergétique qui repose en grande partie sur les énergies renouvelables est pour le moment le choix le plus raisonnable, le plus sûr et le plus fiable.